sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Grand Popo, dernière étape du périple du chef de l'État dans le département du Mono. Les populations de cette localité ont suivi avec beaucoup d'intérêt les explications de Patrice Talon sur sa gestion des affaires publiques. Journée scientifique pour la promotion des chaînes de valeur de la filière Parmi à Hull au Bénin. Chercheurs et décideurs se sont retrouvés à Pobet pour partager les acquis des travaux du Centre de recherche agricole plantes pérennes. Et puis l'accomplissement de leur mission, la 8e rencontre de la Cour suprême avec les juridictions de fond s'est tenue à Kandy. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition qu'on démarre donc par la tournée nationale du chef de l'État dans les communes du pays. Eh bien, le président Patrice Talon était ce week-end dans le zoo, à Djidia et à Bomé. En attendant de vous faire vivre l'ambiance dans ces localités, retour sur la dernière étape de sa tournée dans le Mono, plus précisément à Grand Popo, la cité balnéaire de cette localité, donc de cette commune, qui devrait, vous le savez, tirer le plus grand partie de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Patrice Talon est arrivé rendre compte de ce qui a déjà été fait ainsi que de ce qui est programmé pour cette localité. William Tchoki, Mathieu Sokenou et Mohamed Bion. De belles plages de sable bordées de cocoteraies, un immense territoire aux multiples vestiges coloniaux, de riches et variés patrimoines touristiques, nous voici au cœur de la ville balnéaire, Grand Popo. Cette ville, capitale du pôle touristique ouest du Bénin, subit de plein fouet les affres de l'érosion côtière. Elle perdait chaque année plusieurs mètres de son territoire au risque de disparaître de la carte du Bénin. Mais dès 2016, un ambitieux projet régional appuyé par le PAG, le programme d'action du gouvernement, vient dissiper la crainte de cette population. Aujourd'hui, comme pour retourner l'ascenseur aux portes du projet, elle s'est fortement mobilisée pour cet accueil. Elle voulait simplement dire merci au président de la République. Grâce à votre engagement et votre leadership éclairé, la lutte contre l'érosion côtière sera bientôt une réalité. Mieux, la voie de Bécon sur laquelle s'étalait déjà une deuxième embouchure a été sauvée par une action conjointe du projet WACA et du ministère du cadre de vie pour le bonheur de nos paisibles populations. Grand Popo est reconnaissante pour la solution trouvée à l'avancée de la mer. Elle apprécie aussi à sa juste valeur l'érection du stade Omnisport et d'autres projets venus booster le maraîchage, l'autre champ de prédilection de sa population. Pour doter la commune de son plan stratégique du tourisme, dénommé Stratégie touristique Grand Popo 2030, cette stratégie permettra de renforcer et de revaloriser au mieux notre riche et varié patrimoine touristique, tant naturel que culturel, matériel et immatériel. Dans ce sens,
nous sollicitons votre concours et implication personnelle pour soutenir les engagements de toute la commune visant à impulser une nouvelle dynamique pour adapter l'offre touristique de la destination Grand Popo aux nouvelles attentes et exigences des clientèles locales, nationales et étrangères. Je crois en la capacité de chacun. Et d'ailleurs, chacun de nous donne la preuve ici et là que nous sommes des gens travailleurs, valeureux, que les Béninois ne sont pas des paresseux. Mais pourtant que notre communauté ne profite pas de cela. Mais qu'on peut partir de rien et en un rien de temps arriver à tout en matière de construction, en matière matérielle. Moi, je ne regarde pas l'Afrique, hein. Je regarde les grands pays, l'Europe. Nous sommes capables d'être comme eux et vite. Beaucoup de pays qui, il y a 50 ans dans le monde, il y a 60 ans, ils étaient plus pauvres que le Bénin. En 40 ans, 30 ans, ils nous ont dépassés, ils sont comme les pays européens. Il y a des pays comme ça, qui étaient plus pauvres que nous en 1960. Et depuis les années 80, 70, ils nous ont dépassés de loin. Nous allons les rattraper. Nous allons révéler Grand Popo, ville touristique au monde entier et partant tout le Bénin. Une conviction que partagent d'ailleurs les citoyens. Ils voudraient voir le chef de l'État poursuivre l'œuvre de renaissance du Bénin, sauvegarder ses acquis d'un développement certain. Et nous mettons le cap sur le Parlement, à Porte-Nouveau, le Parlement qui accueille depuis plusieurs jours déjà les ministres, les institutions qui viennent présenter le projet de budget pour 2021. Et nous parlerons ce soir du budget du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale qui, pour 2021, eh bien, ce budget s'élève à un peu plus de 42 milliards de francs CFA. Le ministre Alassane Seydou était devant donc la commission budgétaire au Parlement, un budget qui sera essentiellement consacré au développement local. Guillaume Avienne. Nous sommes en train de travailler et il y a toujours des améliorations. Les compétences aujourd'hui sont véritablement transférées aux communes. Les communes exercent beaucoup de compétences et les ressources aussi. Chaque année, l'État fait un peu plus d'efforts. L'année dernière, l'État a mis plus de 15 milliards et cette année plus de 16 milliards. Et l'apport de l'État est appuyé par les partenaires. Et avec ça, je parle de 15 milliards juste pour les investissements. Donc cette année, c'est 16 milliards pour les investissements, rien que les investissements. Et pour le fonctionnement, l'État apporte 10 milliards. Donc c'est très important l'apport de l'État pour les communes. Et ces ressources sont utilisées par les maires. Parce que lorsque vous prenez les ressources qui sont transférées aux communes, nous avons le FADEC qui comprend deux parties. Nous avons le FADEC non affecté qui est utilisé par les maires pour exécuter leur propre plan de développement. Et le FADEC affecté qui va aux communes par le touchement des ministères sectoriels pour réaliser les infrastructures dans le cadre du fonctionnement de ces ministères. Pour ce qui concerne le FADEC non affecté, les maires ont toute la latitude. Il suffit que les projets retenus fassent l'objet d'une délibération au niveau du conseil communal. Une fois que le conseil communal délibère, le maire peut utiliser les ressources. Et c'est ça qui permet de construire les écoles, c'est ça qui permet de construire les centres de santé, c'est ça qui permet de réfectionner les routes, c'est ça qui permet de résoudre tous les problèmes qui s'opposent aux populations.
88 milliards de francs CFA en 2021 contre 70 milliards en 2020, soit un taux d'accroissement de 25% pour le secteur de la santé. Les priorités en ont gestion de la Covid-19 et construction d'infrastructures. C'est la quintessence du projet de budget que le ministre Benjamin Moubati, en charge de la santé, est allé défendre devant la commission budgétaire à Porte-Nouveau. Et ce budget sera consacré surtout pour évidemment d'abord adresser la question de la pandémie de la Covid-19 que nous avons actuellement, pour renforcer encore la riposte qui est engagée par le gouvernement, mais également surtout au niveau des investissements qui ont connu une augmentation. Nous allons poursuivre la construction du CHU de référence à Bomé-Calavi, finaliser les études architecturales et entamer la construction de l'hôpital de zone d'Adjara Franco-Acro-Misrete, à Djoum Bonou Dangbo, Zogodome Boyekon Zakota, l'hôpital de référence de Ouida et l'extension de l'hôpital de zone d'Alada. En dehors de cela, nous allons opérationnaliser bientôt la mise en place de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique au niveau du CNHU, d'un scanner au niveau du centre hospitalier universitaire départemental de l'OME, mais également en 2021, la mise en place d'un scanner à Parakou également. En matière de construction, nous avons la mise en service en 2021 par les équipements qui seront mis en place de l'hôpital de la zone sanitaire Savé-Ouessé, mais également le démarrage de la construction de l'hôpital de zone de Tchaourou et de 6 centres de santé qui vont l'accompagner. En dehors de ces chantiers en matière d'infrastructure, il faut dire que nous allons poursuivre les programmes de gratuité et également notamment au niveau de la gratuité de la césarienne et de la prise en charge du paludisme, mais également renforcer l'accès aux produits sanguins par le renforcement des capacités de l'Agence nationale de transfusion sanguine. La question de la mère et de l'enfant également constitue une préoccupation particulière par l'accès aux vaccins. Et en matière de vaccins, nous allons également évidemment adresser la question de la vaccination à la Covid-19 au cours de cette année 2021 qui est d'actualité. La question des soins de santé primaires sera également au cœur de nos préoccupations au cours de l'année 2021. Il faut dire que nous allons également, au niveau du secteur, mettre un accent particulier sur le renforcement du déploiement des ressources humaines au niveau des structures sanitaires, aussi bien celles qui existent que les nouvelles, afin de pouvoir assurer une couverture efficiente sur l'ensemble du territoire national pour offrir des soins de qualité aux populations. Et puis le ministre de l'Énergie était également devant la commission budgétaire pour présenter le budget de son département ministériel. Un budget en forte augmentation de l'ordre de 30% que le ministre Donald Jean-Claude Oussou est allé défendre, suivant ses explications ici au micro de Firmin Bassao. Près de 60 milliards de nos francs CFA pour un total de 25 grands projets à dérouler sur 2021. Ce qu'il faut noter, c'est que 2021 sera une année de grands travaux et d'efficacité énergétique. Grands travaux compte tenu de la multiplicité des projets, que ce soit en production, que ce soit en transport et que ce soit en distribution, puisque comme vous le savez, le système électrique, c'est la somme de tous ces trois pans. Et le gouvernement du Bénin fait feu de tout bois pour embrasser en même temps ces différentes composantes pour accélérer l'accès à l'énergie dans notre pays, particulièrement dans le milieu rural, pour faire en sorte que le taux d'accès augmente de manière conséquente pour permettre à nos populations des milieux ruraux de pouvoir disposer de cet intrant majeur pour accélérer la création de valeur à travers des activités génératrices de revenus, mais aussi dans le milieu urbain, dans l'industrie, dans l'artisanat, pour faire en sorte que, à travers cette disponibilité de plus en plus croissante, de plus en plus grande, nos entrepreneurs puissent développer encore plus leurs affaires pour créer, comme je disais tantôt, de la valeur. Nous avons plusieurs projets emblématiques pour l'année 2021. Déjà, le début de construction de 2 nouvelles centrales thermiques, une nouvelle centrale de 120 MW comme celle que nous avions inaugurée à Maria de l'État il y a 1 an, une centrale de 25 MW
thermique également. Mais à côté de ça, nous avons plusieurs projets de centrales solaires. Donc par rapport à ces énergies renouvelables, il y a eu 2 points importants à souligner cette année, mais qui vont être intensifiés l'année prochaine. C'est que premièrement, pour la première fois dans notre pays, nous avons mis en place, le gouvernement a mis en place un programme de politique nationale de développement des énergies renouvelables qui nous donne une vision sur les 10 prochaines années en termes de boussole pour savoir quelle est la part des énergies renouvelables ou quelle sera la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a moins de 2 semaines, le Bénin a lancé la construction de sa première centrale solaire d'envergure, 25 MW. C'est une première. Et vont suivre 6 autres centrales solaires, notamment 4 d'une puissance totale de 50 MW dans le cadre des relations avec MCA et 2 autres centrales de 2 fois 10 MW pour des investisseurs privés. Il y a eu de nombreux travaux de recherche sur le palmier à huile au Bénin en vue de partager les acquis de ces travaux. L'Institut national des recherches agricoles du Bénin a orienté ses journées scientifiques de l'année vers le Centre de recherche agricole Plantes Pérennes qui s'occupe essentiellement de cette filière. Elles se sont déroulées du 24 au 26 novembre à Pobet. Acteurs et décideurs politiques ont réfléchi aux stratégies de valorisation de ces nouveaux acquis. Voici le compte rendu signé Marcel Arrossi. Je vous exhorte à profiter au mieux de cette filière. La filière palmier à huile a de beaux jours en perspective. Journée scientifique, moment de réflexion et de démonstration. Les journées scientifiques sur la promotion des chaînes de valeur du palmier à huile revêtent pour moi une importance capitale en ce qu'elles permettront aux Béninoises et Béninois de se remémorer de ce que avait été le palmier à huile dans notre pays et de ce que continue de représenter aujourd'hui cette filière dans l'économie nationale. 3 jours durant, les chercheurs ont présenté en milieu réel les résultats de leurs travaux. Je suis particulièrement satisfaite et séduite de l'organisation de cette journée scientifique. Et donc pour moi, c'est une opportunité vraiment qui s'offre et qui s'ouvre pour nous en tant qu'acteurs de développement, en tant qu'acteurs de la promotion de la filière, pour que nous puissions capter en connaissance pour mieux accompagner les acteurs. Dans ces batteries de réformes engagées, le gouvernement met un accent particulier sur la transformation du secteur agricole pour en faire un puissant levier de développement. Dans la réorganisation du secteur, le palmier à huile apparaît comme une filière de grande valeur ajoutée à promouvoir. Je souhaiterais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier sincèrement, et je l'ai dit du fond de mon cœur, le DG INRAM. J'ai été impressionné ce matin par ce que j'ai vu au niveau du CRAPP. Je voudrais reconnaître ici et saluer publiquement cette belle initiative du CRAPP de faciliter l'accès aux plants sélectionnés à travers des pépiniéristes formés à qui les graines germées de palmier à huile sélectionnées sont cédées. Grâce à cette initiative, les superficies des palmeraies ont connu une forte augmentation depuis les années 1990. En marge des réformes du gouvernement dans ce secteur, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin a pris lui-même des initiatives propres pour plus de performances. L'INRAB, avant ces réformes, était déjà une structure répartie sur l'ensemble du territoire national. On avait déjà le souci d'être proche des utilisateurs des résultats de recherche. Et pour cela, on avait 3 centres de recherche régionaux. Le développement de l'agriculture dépend désormais de celui des différentes filières qui incombent aux administrations territoriales. Pobet et sa filière de palmier à huile sont au pôle 6. Cette richesse est tellement capitale pour le développement de notre localité, en ce sens que cela donne une visibilité d'abord à la commune de Pobet et également cela contribue à la croissance économique locale en ce qui concerne la mobilisation des ressources propres.
Presque tout le monde se rappelle cette époque où le palmier à huile a régné en maître. S'il est vrai que des années de balbutiements s'en sont suivies, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la recherche agricole s'efforce à révéler tout le potentiel de cette culture. Voici la pépinière d'appui à l'installation des palmeraies villageoises. Ici sont produits des plants de palmier à huile sélectionnés. Partant du principe que la recherche est la clé de route de tout développement, des variétés sélectionnées de palmiers à huile à haut rendement sont rendues disponibles par l'INRAB. Chacune de ces variétés possède une propriété propre à elle, mais en termes de productivité, elles sont pareilles. Ce qui les différencie, c'est qu'il y a une première variété nommée Africadé, c'est un nom local, Africadé, qui, tout en donnant ce rendement en huile, résiste à la maladie de la fusariose, qui est une maladie endémique à l'Afrique, et donc elle résiste à la maladie de la fusariose. Nous avons amélioré cette variété en lui donnant une certaine tolérance à une autre maladie qu'on appelle le ganoderma. Et du coup, on a nommé cette deuxième variété Nuvimaru, c'est-à-dire qui résiste à un certain nombre de maladies. Et après, une troisième variété nommée Amindagbede, par exemple, qui offre une huile de meilleure qualité. Mais comme je l'ai dit au début, nous continuons d'améliorer tous ces caractères pour avoir une tolérance plus large à plusieurs maladies, une tolérance à la sécheresse et une meilleure qualité de l'huile. L'huile de palme, c'est environ 40% du marché des huiles végétales. Grâce aux efforts de ce centre de recherche vieilli de 100 ans, le Bénin peut arriver à concrétiser son rêve de producteur incontournable de palmiers à huile avec tous les produits qu'il génère. Le Programme national de développement de la filière palmier à huile, élaboré et validé en cette année, projette pour l'horizon 2025 une superficie complémentaire d'au moins 25 000 hectares et une amélioration du taux d'extraction de l'huile à 20% au niveau des unités de transformation contre un taux d'extraction actuel de 15% maximum. À Kétou, l'Union régionale des producteurs d'anacarde de Lomé et du Plateau a bénéficié d'un centre d'affaires, des magasins de stockage et des équipements, un appui de la Fondation des États-Unis pour le développement de l'Afrique. Reportage. Centre d'affaires de l'URCPA, l'Union régionale des coopératives de producteurs d'anacarde des départements de Lomé et du Plateau à Kétou. Les 5 coopératives de l'Union reçoivent officiellement des équipements mais assistent aussi à l'ouverture solennelle du centre d'affaires de l'organisation et à l'inauguration de 6 magasins de stockage de 100 tonnes chacun. Le tout pour plus de 143 154 000 francs CFA, le fruit du partenariat stratégique État béninois, gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers la Fondation des États-Unis pour le développement de l'Afrique, l'USADF. Le choix de Kétou n'est pas un hasard. Kétou a les meilleures noix. Quand j'ai au niveau du Bénin, le cas où est ce qu'on appelle indice de qualité, Kétou a la meilleure qualité. Ça, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc, votre noix est vraiment recherchée. Certes que vous n'êtes pas encore très bien organisé pour tirer le maximum du profit de votre filière. En décidant d'appuyer l'Union régionale des coopératives de producteurs d'anacarde de Lomé et du Plateau, l'USADF voudrait s'assurer de la bonne traçabilité des noix d'anacarde produits, puis contribuer à accroître le PIB par ricochet, augmenter en qualité les exploitations du pays. Les autorités béninoises y voient surtout un renforcement des capacités de production des coopératives membres de cette union et une manière de renforcer la vente groupée plus profitable aux acteurs de la filière. Je voudrais, au nom du gouvernement, recommander à l'Union régionale des coopératives de producteurs d'anacarde de Lomé et du Plateau de mettre en pratique les enseignements qui leur ont été donnés, parce qu'il ne s'agit pas que des équipements ou des infrastructures, et de veiller à une gestion exemplaire de ces équipements et infrastructures.
c'est une opportunité qui est donnée à votre coopérative pour vraiment accroître vos capacités de production et surtout de génération de revenus pour les membres, j'allais dire pour les coopérateurs. Les autorités espèrent voir les bénéficiaires des appuis du jour faire un bon usage des équipements et des infrastructures. L'amélioration du cadre de vie est une préoccupation permanente du gouvernement. D'ailleurs, d'importants investissements y ont été faits depuis 2016 et le rôle des acteurs du sous-secteur est plus que prépondérant. C'est dans ce cadre qu'une douzaine d'architectes ont rejoint l'ordre pour continuer à faire des propositions au gouvernement. Cette cérémonie d'inscription à l'ordre a eu lieu à Cotonou en présence de 2 membres du gouvernement. Reportage. Ils cisèlent les formes des bâtiments, conçoivent des structures habitables aussi futuristes que fonctionnelles, à la mesure de vos rêves de maison ou à la démesure de leur propre créativité. Eux, ce sont les architectes. Dans le cénacle des bâtisseurs, de nouveaux diplômés en architecture prêtent serment. 12 nouveaux sociétaires rejoignent l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. La tête emplie d'ambition, ces nouveaux bâtisseurs ont des raisons de se réjouir, ravis des promesses de mentorat des aînés dans le métier. Nous nous engageons à ne point altérer la confiance que vous nous portez et qui s'exprime ce jour par notre noble intégration à l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin. Notre inscription à l'ordre nous confère solennellement le droit d'exercer et de porter le titre prestigieux d'architecte. Il s'agit de l'aboutissement d'une période assidue de formation dont nous ne saurons jamais finir de remercier les acteurs qui s'y sont consacrés. Désormais, chacune de vos actions va non seulement impacter votre travail, mais aussi le collectif que nous constituons. Voir le bâtiment sorti de terre, c'est tout simplement magique. C'est une émotion toujours renouvelée. Représenté par le directeur de l'habitat et de la construction et Éléonore Yaïla des camps de l'enseignement supérieur, le gouvernement réaffirme son engagement aux côtés des architectes, au gros potentiel d'emploi et de croissance, et pour finir, prodigue des conseils aux nouveaux adhérents. En devenant architecte, vous allez porter votre responsabilité sur le cadre de vie des individus en concevant leurs habitations, leurs lieux de travail, leur lieu de vie. Vous allez être impliqué dans leur épanouissement et leur santé. Votre rôle devient important. Lorsque nous savons les différents chantiers, les différents efforts qui sont déployés dans tout le pays, vous savez votre rôle, qu'il n'est plus question de voir des constructions qui ne répondent à aucune norme. Vous êtes donc là pour identifier ce qui ne va pas et en même temps apporter des solutions. L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin compte à ce jour 205 adhérents. Ces nouveaux membres bâtirent avec le plus grand professionnalisme et sérieux, au-delà des rêves les plus fous, telle est la devise qu'ils s'engagent à perpétuer. Le Bénin et le Burkina Faso se donnent la main pour combattre un ennemi commun, le terrorisme. C'est à la faveur d'un atelier sur la société civile. Il s'agit surtout de voir ensemble les mécanismes à mettre en place pour contrer le phénomène. Dans ces 2 États, c'est une initiative de la Fondation Hans Seidel et le laboratoire Citoyenneté financé par l'Union européenne. Gilles Danso. Quand le terrorisme frappe, il n'épargne personne. Il faut donc agir vite et bien pour sauver nos populations. La Fondation Hans Seidel et le laboratoire Citoyenneté, avec l'appui de l'Union européenne, se mettent ensemble pour renforcer la sécurité communautaire au Bénin et au Burkina Faso. Au Burkina Faso, plus d'1 million de personnes déplacées dans leur propre pays, vivant la charité des autres et ne sachant pas quel avenir dessiner pour leur progéniture. Pas d'éducation, ou disons une éducation au rabais, une précarisation du système de santé, et j'en passe. Cette situation n'est pas propre au Burkina.
D'autres pays de la sous-région la partagent. Le Mali, le Niger, le Nigeria. Et pour éviter que toute la région ouest africaine ne s'enlise, car à partir du Sahara, leur destination finale, c'est la côte, et le Bénin est un pays côtier. Donc vous êtes tout aussi concernés que nous. Nous espérons qu'ils vont se noyer une bonne fois pour toutes dans le sable du Sahara et ne réapparaîtront jamais. Financé par l'Union européenne, cet atelier de plaidoyer vise à faire prendre conscience aux participants de l'importance de la question de sécurité locale dans les programmes nationaux de développement. L'initiative de Sécoucom, qui vise justement à impliquer les populations locales en vue de lutter contre l'extrémisme violent au Burkina Faso et de prévenir la montée de la radicalisation dans certains zones frontalières à risque du Bénin, s'inscrit de ces faits dans la logique des priorités des politiques de l'Union européenne en matière de paix, de stabilisation et de prévention des conflits. Il reste encore beaucoup à faire au regard des nombreux besoins et demandes provenant des acteurs locaux qui connaissent directement les dangers et qui nous interpellent en tant qu'institution partenaire du Bénin. Cela donc pose la nécessité que tout le monde puisse y contribuer. Le Burkina Faso et le Bénin partagent des frontières communes aux caractéristiques socio-culturelles et économiques très proches, d'où la nécessité de renforcer le cadre sécuritaire. Les besoins en services sociaux de base doivent désormais faire face aussi à une vague de violences intercommunautaires, religieuses, terroristes, qui imposent la lutte contre l'insécurité comme une priorité avant les actions de développement. Le péril terroriste a envahi la sous-région, prenant souvent racine dans les zones frontalières où la faiblesse des administrations publiques est patente et le sentiment d'abandon des populations est manifeste. Cette situation interpelle la conscience collective et exige la mise en œuvre de politiques et de stratégies de développement de toutes les zones fragiles de nos pays. L'Afrique subsaharienne est confrontée à de nombreuses menaces terroristes et conflits armés. La commune de Kandi a accueilli les 16 et 17 novembre dernier la 8e rencontre de la Cour suprême et les juridictions de fond. Il s'agit d'une occasion pour le président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, de s'imprégner davantage des difficultés que rencontrent les justiciers dans l'accomplissement de leur mission. Blaise Adampo. C'est un rendez-vous important pour les acteurs du secteur judiciaire. Dans le prétoire du tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi, les magistrats des cours et tribunaux du Bénin échangent sur les conditions d'exercice de leur office. Il s'agira pour eux de renforcer leurs capacités pour améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette activité de renforcement des capacités d'intervention des acteurs de la justice permet des échanges directs avec les conseillers et les avocats généraux de la haute juridiction sur des sujets ayant trait à l'office du magistrat. Ces assises, les 8e du genre, se proposent de concourir à une justice de qualité. C'est pour cela que plusieurs communications sont prévues, notamment la responsabilité pénale du magistrat. En consultant le programme de la présente session, l'on note qu'elle connaîtra la présentation de 4 thèmes qui me paraissent dignes d'intérêt en raison de leur pertinence et leur importance qui procède, entre autres, de notre engagement commun à faire respecter par le magistrat certains principes dans l'exercice de ses fonctions, notamment ceux relatifs à la subordination hiérarchique et à la responsabilité du magistrat dans son office. Que la rencontre qui démarre ce jour nous donne l'occasion, non pas de juger de cette affaire, mais de réviser et de révisiter les balises de notre office. L'expérience d'un éminent membre du parquet qui connaît tant les servitudes du magistrat du parquet que les impératifs et contraintes de la chancellerie ne pourra que nous être bénéfique. L'édition 2020 de la rencontre Cour suprême, juridiction de fond et barreau est prévue pour durer 2 jours.
Faisons maintenant un tour sur la toile pour notre revue hebdomadaire du web. Au menu cette semaine, le retrait du président kényan des réseaux sociaux, des raisons de notre addiction au smartphone et la disparition de Diego Armando Maradona. Les échos du web, c'est avec Maurice Tantan et Fawaz Olaonikbegoum. D'où vient notre dépendance au smartphone? Des chercheurs de la London School of Economics au Royaume-Uni ont essayé de répondre à cette interrogation à travers une étude publiée cette semaine. Résultat, contrairement à une croyance largement répandue, il serait peu probable que la dépendance au smartphone soit causée par les notifications reçues. Pour leur expérience, les scientifiques ont analysé l'usage du téléphone portable par un groupe de personnes dont la moyenne d'âge était située à 25 ans. Ils ont alors réalisé que 89% des interactions avec le téléphone étaient spontanées. Seulement 11% d'entre elles étaient dues aux notifications. Dans l'univers du téléphone portable, c'est un fait rare à notre époque. Une personnalité politique qui fuit les réseaux sociaux. Le président kényan l'a pourtant fait en mars 2019. À l'époque, les comptes officiels du président Kenyatta n'étaient plus accessibles et les autorités avaient évoqué des raisons techniques. Plus d'un an après, le président lui-même a donné d'autres motifs pour expliquer son absence des réseaux sociaux. Uhuru Kenyatta a affirmé avoir quitté Facebook et Twitter à cause des insultes répétées. En s'éloignant de ces plateformes, le président kényan dit se consacrer plutôt à sa famille. « Je préfère parler à ma femme, dormir et me lever le matin pour aller travailler », a déclaré celui qui était pourtant le dirigeant africain le plus populaire sur Twitter avec plus de 3 millions d'abonnés. On ne peut finir la revue du web de cette semaine sans évoquer la disparition de Diego Maradona. Sur la toile, des millions d'internautes, célébrités comme simples amateurs, ont pleuré la mort du Pibe del Oro, décédé mercredi dernier à 60 ans. Ses nombreux fans béninois lui ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux. Maradona, tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Repose en paix, légende. Ton nom restera gravé dans les annales du football. Si tout le bonheur donné gratuitement peut être une porte d'entrée pour le paradis, alors il le mérite amplement. Écrit ses tweetos sur Twitter. À notre tour à présent de dire ciao Diego. L'actualité internationale, c'est un résumé qui est fait ce soir par Robert Copeidor. Une vingtaine de coups de poing, de coups de pied et de matraques. La scène est filmée par une caméra de vidéosurveillance pendant près de 5 minutes. On voit un homme se faire frapper à plusieurs reprises par 3 policiers. Cet homme, c'est Michel Zecler, producteur de musique. À cause de ses blessures, il a eu 6 jours d'interruption de travail. Cet après-midi, il est venu porter plainte auprès de la police. J'ai peur. Les gens qui doivent me protéger me braquent. Moi, j'ai rien fait pour mériter ça. Et je veux juste que ces 3 personnes-là soient punies par la loi. Les faits ont lieu samedi dernier en début de soirée. Il est dans cette rue sans masque quand il aperçoit des policiers. Il raconte alors avoir décidé de rentrer dans son studio d'enregistrement. Les agents le suivent à l'intérieur. Ils ignorent a priori qu'ils sont filmés. Michel Zecler refuse de suivre les policiers. Il résiste, mais ne porte aucun coup. Ils ne m'ont rien signifié, ils le savent.
Ils sont arrivés derrière moi. Franchement, ça va tellement vite, je me demande même si c'est des vrais policiers à ce moment-là. On m'a dit sale nègre plusieurs fois en me regardant dans les yeux et en me mettant des coups de poing. Je me dis, c'est mon dernier jour peut-être aujourd'hui. Il appelle à l'aide. 9 jeunes artistes présents au sous-sol interviennent. On a entendu les bruits de secours à l'aide. La porte était entrouverte et on a vu sur le côté gauche, le bras gauche, l'insigne de police en fait. Et donc on a commencé à pousser la porte. Ils réussissent à mettre les policiers dehors. Ces derniers appellent des renforts. Jettent d'une grenade lacrymogène à l'intérieur pour l'obliger à sortir des locaux. Une voisine filme la scène, abasourdie. C'était vraiment choquant. C'était une intervention comme si c'était une attaque terroriste, mais pas du tout en fait. Sur le coup, on ne savait vraiment pas ce qui se passait. Et avec tout le bruit, les policiers qui hurlaient par-ci, par-là. Dans leur rapport, les policiers accusent Michel Zecler d'usage de stupéfiants et d'avoir tenté de subtiliser leurs armes, mais aucun élément dans les vidéos ne vient pour l'instant étayer leurs propos. J'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir des vidéos qui me protègent, parce que sinon je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. Le parquet a classé sans suite toutes les poursuites contre le producteur de musique. Les 3 policiers, eux, ont été suspendus pour 4 mois. Une enquête a été ouverte pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. Ils sont suspectés d'avoir rédigé un rapport mensonger. En Éthiopie, les forces de défense se dirigent vers le nord du pays, dans la région du Tigré, suite à l'annonce du Premier ministre Abiy Ahmed qui a ordonné une offensive finale contre les dirigeants dissidents de Tigré, affirmant que la date limite pour leur édition était expirée. La communauté internationale, inquiète des conséquences d'un assaut sur Mekele pour ses 500 000 habitants, tente de faire pression sur le Premier ministre éthiopien, mais celui-ci a fermement rejeté toute interférence dans les affaires internes de son pays. En Bulgarie, plusieurs centres commerciaux profitent de leurs dernières heures d'ouverture pour le Black Friday avant de fermer 3 semaines en vertu de nouvelles restrictions gouvernementales. Des habitants de Sofia, la capitale bulgare, font du shopping avant que l'État ne ferme écoles, restaurants et centres commerciaux, alors que les hôpitaux du pays sont débordés face à l'explosion du nombre d'infections de coronavirus. Les mesures prendront effet ce vendredi soir et seront en vigueur jusqu'au 21 décembre. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre auguste attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à demain.